d'abord, les enjeux macro à mi-année, à mi-parcours de cette année 2023 avec Patrice Gautry, avec nous en visioconférence, chef économiste à l'Union bancaire privée. Bonjour et bienvenue Patrice. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est donc le chiffre pour lequel tout le monde s'est levé ce matin, le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de juin qui sera publié en début d'après-midi et qui viendra compléter la photographie de l'économie américaine à la fin du deuxième trimestre, à la fin du mois de juin. On a déjà eu le rapport sur l'emploi qui montre un taux de chômage à 3,6% à fin juin. On a des estimations assez précises avec des modèles instantanés de la croissance américaine sur l'ensemble du deuxième trimestre qui sera sans doute supérieur à 2% en rythme trimestriel annualisé et donc une inflation globale attendue autour de 3% après 4% sur un an au mois de mai, Patrice. Quand on regarde cette photographie qui est un instantané, on se dit quand même que ça reste une photographie assez enviable. Un an après un pic d'inflation à plus de 9% aux États-Unis et 15-16 mois après le début des hausses de taux et 500 points de base de hausse de taux encaissés par l'économie américaine. Alors, la situation n'est pas tout à fait aussi rose que cela. Et en fait, je pense que la situation est plutôt déséquilibrée. Alors, peut-être enviable, effectivement, par rapport aux chiffres, mais néanmoins, n'oublions pas que le secteur manufacturier est en récession, qu'on a un secteur immobilier qui vient de tout juste de stabiliser avec des prix de l'immobilier qui baissent entre 8 et 10% sur un an. Et même dans les secteurs d'emploi, on a vu que, par exemple, les créations d'emplois pour les services aux entreprises, eh bien, en fait, n'étaient pas des créations, mais étaient des destructions d'emplois pour à peu près la première fois. Donc la situation est, à mon avis, peu enviable et elle traduit un déséquilibre. Le déséquilibre, effectivement, entre des secteurs qui ralentissent, qui ont déjà ralenti, et des secteurs qui ont de la peine à ralentir parce que l'action de la Fed, pour l'instant, n'est pas encore suffisamment portée ou suffisamment forte. Donc, deux choses l'une, soit on continue comme cela et effectivement l'activité manufacturière se stabilise et repart, et c'est en fait les services qui continuent à tirer l'activité, mais là, on est dans un scénario dans lequel l'inflation cœur, vous l'avez rappelé cet après-midi, elle est encore attendue à 4%, alors que l'inflation globale est attendue à moins de 15%. Donc dans ce scénario-là, le risque ce serait que l'inflation cœur ne baisse pas ou ne baisse très très peu. Et on est dans une image qu'aiment bien les anglo-saxons, c'est celle de la grenouille qui est jetée dans la marmite d'eau chaude. Vous montez la température, donc là la banque centrale et l'inflation, et il y a un moment où effectivement la grenouille, là ce serait la croissance américaine, eh bien finit par mourir parce qu'elle est ébouillantée. Le deuxième voie qui me semble beaucoup plus, je dirais, non seulement acceptable, mais désirable, et là je fais presque du normatif, et qui commence effectivement à poindre le bout de son nez, c'est une situation dans laquelle en fait on a un rebalancement progressif. Donc on oublie peut-être un peu les débats sur récession, pas récession, forte ou pas. Elle ne sera pas forte, il y aura peut-être des contractions. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que l'on vient de mentionner, c'est-à-dire il y a un rebalancement qui est en train de se faire entre des secteurs des services, la consommation, qui vont probablement ralentir, continuer à ralentir, c'est déjà engagé dans certains secteurs, vers et en faveur de secteurs qui sont faibles aujourd'hui, le secteur manufacturier, le secteur de l'immobilier, on l'a vu, il est en transition. Et puis l'investissement en équipement, lui, s'est dégradé par rapport, si l'on compare en fait au taux d'investissement en équipement par rapport au PIB, eh bien le PIB a continué sa marche avec la consommation, avec le stock et avec quelques exportations, alors que l'investissement en équipement, lui, a décalé. Donc le scénario enviable, pour faire référence à ce que vous disiez en début d'interview, eh bien, ce serait ce scénario de rebalancement progressif des moteurs de la croissance, moins de consommation, moins de services, plus de manufacturiers et surtout plus d'investissements productifs. Et il est possible d'imaginer, Patrice, que ce rebalancement, comme vous dites, cette mécanique se déroule de manière presque simultanée, c'est-à-dire l'affaiblissement des services continue devant nous au moment où l'industrie, le manufacturier, l'immobilier aurait peut-être touché un point bas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer ? Oui, on peut l'imaginer et c'est envisageable grâce au fait qu'il y a, je dirais, des plans gouvernementaux, les fameux IRA, Inflation Reduction Act, dont on sait que ça n'a rien à voir avec l'inflation puisque c'est un programme de subsides, de subventions en faveur en fait des semi-conducteurs, en faveur aussi des nouvelles technologies. Donc en définitive, là je m'adresse en fait aux deux autres composantes de l'investissement, l'investissement en infrastructure et en nouvel équipement, nouvelle infrastructure et l'investissement en recherche et développement. Et ces deux composantes-là ont heureusement
pour les recherches et développement peu ralentie, elle progresse sur un an encore entre 5 et 7%. Et l'investissement en extension de capacité de production, eh bien, lui a rebondi. Il a rebondi effectivement avec l'idée que l'État gouvernemental, l'État fédéral américain est en train de subventionner le prochain cycle d'investissement dans les nouvelles technologies. Alors, ce n'est pas simplement l'intelligence artificielle, mais c'est aussi, bien entendu, la course à établir les semi-conducteurs. Donc, une relance en fait accélérée, permettre en fait ce rebalancement, d'une part parce que vous avez une carotte et des fonds publics qui arrivent avec les programmes publics liés à l'IRA, et d'autre part vous avez, pour appuyer un peu plus sur les services, bien une politique monétaire qui reste restrictive, même si on s'arrête au mois de juillet. Même si on montait, ce qui n'est pas mon scénario, au mois de septembre, on a une politique monétaire restrictive et des conditions de crédit de la part des banques commerciales qui vont peser de plus en plus sur la consommation des ménages et des ménages à plus bas revenus qui, eux, dépendent maintenant beaucoup plus du secteur du crédit que l'épargne, puisque ces ménages à bas revenus ont déjà utilisé leur épargne. Donc, progressivement, ce serait le Goldilocks scénario, en quelque sorte, qui permettrait de ce passage. Aujourd'hui, il est possible, effectivement, de voir ce scénario. L'autre scénario serait beaucoup plus dur, effectivement, et nous ramènerait à une situation à l'anglaise, c'est-à-dire, il faut aller chercher 6,5%, et là, effectivement, la croissance n'y résisterait pas. Dans cette gamme de scénarios possibles à ce stade, quels sont ceux qui concernent la zone euro, l'Europe aujourd'hui? Patrice, est-ce qu'on peut imaginer un schéma, une mécanique de rebalancement, comme vous dites? C'est vrai que quand on a vu la faiblesse de l'activité en Allemagne, dans un pays industriel, alors il y a un phénomène budgétaire de finances publiques aussi qui pèse sur l'activité en Allemagne, mais il y a aussi cette négativité qu'on retrouve toujours au moins dans les enquêtes industrielles et manufacturières. Oui, alors l'Europe part, je dirais, d'un point un peu plus bas, notamment sur le secteur manufacturier. On a vu les chiffres commencent à se stabiliser, mais on a vu que les PMI n'étaient pas bons, que les chiffres de production industrielle d'un mois sur l'autre, ils sont très 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 volatiles. Et les carnets de commandes en Allemagne ont été extrêmement volatiles. Donc dernier chiffre positif, mais avant c'était plutôt un massacre. Et les exportations allemandes vers la Chine, effectivement, aujourd'hui ne sont pas un accélérateur de croissance pour l'Allemagne. Remettre un petit peu le modèle allemand. Donc effectivement, là, on part peut-être d'un point un peu plus bas, mais la transition, effectivement, quand on regarde les PMI services, les PMI manufacturiers, on voit que cette transition ici est en train de s'opérer. Le problème, c'est effectivement qu'on va avoir une Allemagne qui va rester certainement soit stagnante, soit en légère récession, alors que l'Espagne et l'Italie sont des pays, notamment l'Espagne, qui sont capables de tenir 2% cette année de croissance et l'an prochain également 2%. Donc, en plus de cette dynamique sectorielle, là, on a un écart en fait entre les pays européens qui va être difficile à gérer parce que malheureusement, on n'a pas l'avancée. On parlait de l'inflation au début, on n'a pas encore le pic d'inflation dépassé sur le cœur notamment, et le headline vient juste de baisser et doit encore baisser. Donc l'Europe est un petit peu en retard par rapport au processus ou au scénario qu'on est en train de décrire par rapport aux États-Unis. Vous avez évoqué la Chine, effectivement, partenaire commercial majeur pour l'Allemagne et qui explique peut-être en partie la faiblesse du modèle économique allemand aujourd'hui. Patrice, qu'est-ce qu'on attend de la Chine à ce stade? C'est quand même, alors pour la Chine c'est important évidemment, mais on le comprend également pour le reste du monde et pour une zone ouverte comme la zone euro. Quand on a vu les derniers chiffres et notamment les derniers indices de prix, que ce soit à la consommation ou à la production en Chine, tout le monde est en train d'évoquer un scénario de déflation aujourd'hui en Chine. Alors, je n'irai pas jusqu'à mettre en exergue ce mot de déflation. Déflation, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Je ne pense pas que ça s'applique aujourd'hui à l'ensemble de l'économie chinoise. Il y a un ralentissement dans les prix industriels et un ralentissement dans les prix des biens manufacturés à la consommation. Et là, effectivement, c'est lié à une faiblesse de la demande. Par contre, on voit que les prix alimentaires, eux, restent relativement élevés et les prix de l'énergie et les prix des biens intermédiaires devraient rebondir sur la deuxième partie de l'année. Et on le voit effectivement avec les plans qui, tous les 2 jours, on a des annonces nouvelles sur le secteur de la construction et en faveur en fait, des promoteurs immobiliers de façon à redonner des financements, redonner effectivement de la demande, redonner de la visibilité. Et donc ça devrait se traduire, je le pense, par des scénarios de repris qui remontent progressivement vers 1,5. Mais il faut, par boutade, je dirais, ou par provocation, je dirais, il faut avoir l'habitude ou apprendre à être déçu par la Chine. C'est-à-dire que la Chine ne s'est pas orientée dans les mêmes scénarios que 2008-2009. Elle ne va pas sauver la croissance mondiale, elle va essayer de stabiliser simplement sa
conjoncture, et ça c'est important. Donc d'où les mesures effectivement qui sont encore à venir probablement en faveur du secteur de l'immobilier, des mesures budgétaires qui vont être accompagnées. On a déjà eu des mesures de consommation en faveur des véhicules électriques. On aura probablement d'autres mesures encore en faveur des secteurs stratégiques. Et puis voilà. Et puis l'idée, c'est d'avoir une croissance qui se stabilise entre 4,5 et 5. C'est pas de sauver la croissance mondiale. Donc il faut faire attention effectivement à la lecture des chiffres et des programmes qui sont relancés, qui sont proposés. Ce sont des programmes qui vont pas par pas et qui peuvent effectivement décevoir ou les marchés financiers ou les attentes en fait des économistes telles que l'on voit la réaction aux États-Unis ou en Europe. On n'est pas sur la même chronique et ça, il faut bien l'intégrer. Sinon, effectivement, eh bien, on va être régulièrement déçu par la Chine. Mais la Chine, 5% de croissance quand même. On n'est pas à moins 0,5 comme en Allemagne. Mais c'est vrai que cette crise immobilière chinoise, on en a beaucoup parlé au moment des défauts, des risques de défaut des promoteurs. Il y a eu un pic un peu médiatique autour de cette crise immobilière en Chine, qui est toujours là. Et au regard du poids du secteur immobilier, de l'ampleur de cette crise immobilière, il faut imaginer que ce soit quand même une force contraire, un boulet pour l'économie chinoise qui va rester en place pendant quelques temps encore, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est un frein. Et là, en fait, ce que font les autorités, c'est d'essayer de lever progressivement le frein. Parce qu'il y a une autre contrainte auquel la Banque centrale, notamment, est extrêmement vigilante, c'est le poids de la dette. C'est-à-dire, quand ça va trop bien en Chine, et bien après, on s'intéresse sur la dette accumulée de la part des ménages, avec des effets de levier liés à des achats de deuxième ou de troisième appartement, et bien entendu des effets de levier ou l'endettement sur les gouvernements locaux. Et là, effectivement, on avait eu quelques craintes au deuxième trimestre ou à l'aube du troisième trimestre sur d'éventuels défauts du côté en fait de certains gouvernements. Donc c'est pour ça que la PBOC, donc la Banque centrale chinoise, progresse pas par pas. Les dernières mesures, on l'a vu hier, effectivement, injection de liquidité très forte, reprise du crédit. Donc c'est une orientation. L'idée, en fait, c'est de provoquer, de continuer, en fait, encore cette consolidation du secteur immobilier, d'éviter effectivement un trop fort endettement sur le secteur immobilier, mais d'avoir effectivement une stabilisation de l'activité au fur et à mesure. Merci beaucoup Patrice, merci pour cet éclairage et ce tour d'horizon macro à mi-parcours de cette année 2023 et quelques heures maintenant avant la publication du chiffre qui sera regardé par l'ensemble des investisseurs mondiaux, à savoir le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de juin qui sera donc publié à 14h30 en début d'après-midi. Je vous rappelle qu'on attend une belle marche à la baisse en matière d'inflation globale puisque en rythme sur un an on devrait passer de 4 à 3%, mais l'inflation cœur restera sans doute un sujet avec une décélération qui devrait être moins prononcée pour l'inflation sous-jacente américaine, attendue autour de 5% encore sur un an au mois de juin. Réponse tout à l'heure à 14h30 et les commentaires évidemment à suivre ce soir dans la grande édition de Smart Bourse à partir de 17h. Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée qui était avec nous en visioconférence.